Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Il s'agit du 5e, voire du 6e épisode de cette série spéciale sur l'aide médicale à mourir, puisque l'épisode précédent vous a été partagé en 2 sections. Au cours de l'épisode précédent, nous avons reçu Dr Félix Pajot, qui est gériatre et éthicien au CHU de Québec, Université Laval, et qui a une position qui est fermement opposée à celle de mon invité d'aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en discuter amplement au cours de la prochaine heure. J'ai donc bien hâte de m'entretenir aujourd'hui avec Dr Alain Naud, qui est médecin de famille et de soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval, et professeur titulaire de clinique à l'Université Laval. Donc, Alain, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Alors, merci de te joindre à nous. Là. Donc, Dr Naud vient de terminer sa clinique sans rendez-vous. Nous sommes dans les bureaux de l'unité de médecine familiale de Saint-François d'Assise en fin de soirée, un jeudi soir. Alors, Alain, je présente ton CV, somme toute impressionnant. Tu as gradué en médecine à l'Université Laval en 1984. Tu as par la suite complété une résidence en spécialité en médecine familiale en 86, qui était chose quand même assez rare à l'époque, puisque les gens avaient un permis de pratique après un internat d'1 an, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Puis à l'époque, la médecine familiale, c'était optionnel. Hein? C'était une résidence contingentée et qui n'était pas obligatoire comme ce l'est depuis 1988. Donc, suite à ça, tu t'installes à Shawinigan. Oui. Pourquoi Shawinigan? Pourquoi Shawinigan? En fait, c'était clair que je voulais faire de la pratique un peu plus en région et non pas en ville. Et j'avais des anciens collègues de classe qui venaient de s'installer à Shawinigan dans une clinique de groupe de médecine familiale et qui faisaient la pratique idéale que je voulais faire. Donc, je me suis joint à eux, là, tout simplement. Et est-ce que la médecine, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire depuis l'adolescence ou c'est une vocation plus tardive? Moi, j'ai grandi comme petit garçon avec la conquête de l'espace. Okay. Alors, quand j'étais jeune, je suis né en 1960 et j'avais 9 ans quand Neil Armstrong a marché sur la Lune. Là, et je regardais ça comme la Terre entière sur le téléviseur en noir et blanc qu'on avait à la maison. Et mon rêve était de devenir astronaute quand j'étais petit, comme probablement bien des petits garçons de l'époque. Là. Okay. J'ai encore mon G.I. Joe astronaute et ma capsule Gemini que j'avais reçue en cadeau. Sauf que tu vois, moi, j'ai la nausée, j'ai mal au cœur à me brosser les dents et à me balancer sur une balançoire. Et j'ai vu à un moment donné un reportage sur la préparation des astronautes. Et là, j'ai compris que je ne serais jamais astronaute. OK. Et ensuite, j'ai voulu devenir pilote d'avion, mais à l'époque, à tort ou à raison, j'avais compris que si on avait des lunettes, on ne pouvait pas être pilote d'avion. J'ai mis une croix là-dessus. Puis mon premier souvenir de la médecine, j'avais 12 ans. En secondaire 1, on nous avait demandé de faire une composition en français sur ce qu'on voulait faire plus tard. Et je me rappelle l'avoir fait sur le métier de médecin que je voulais exercer. Et j'ai aucune idée d'où ça vient. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça. C'est toujours resté. Et c'est pas parce que j'avais des modèles de rôle. Là. Chez moi, dans la famille, les gens sont cultivateurs, marins, journaliers. Là. Et alors, je sais pas. Je peux te dire que ça a commencé à 12 ans, mais je sais pas pourquoi. Alors, manifestement, tu n'as pas perdu la passion du métier là, quand je regarde ton cheminement professionnel puis ton implication au cours des dernières années. Tout à fait. En 90, tu t'installes à Québec. Oui. Pourquoi?
pour faire de l'enseignement aux résidents en médecine familiale. La carrière d'enseignant m'intéressait beaucoup. Dans ma dernière année à Shawinigan, on avait commencé à recevoir des résidents du programme de Sherbrooke en médecine familiale qui nous accompagnaient là, pour des périodes de 3 mois. Et j'avais beaucoup aimé l'expérience. Alors, en 90, là encore, un ancien collègue de classe que je croise par hasard lors d'un congrès me dit, il y a une unité de médecine familiale qui vient d'ouvrir à l'hôpital Saint-François d'Assise et on cherche des professeurs. Alors, j'ai vu ça comme étant un signe du destin. Puis, bon, de revenir à Québec n'était pas désagréable non plus. Là. J'y avais fait mon cours de médecine et ma résidence. Donc, c'est vraiment l'ouverture de l'UMF, ici, l'année précédente, qui m'a amené à Québec. Et ça fait 31 ans que j'y suis. Et tu t'intéresses immédiatement ou tu te plonges immédiatement dans l'univers des soins palliatifs? Depuis le tout début de ma pratique, depuis ma toute première année comme médecin de famille, moi j'ai fait de tout en fait, et je fais encore beaucoup de choses, sauf des accouchements. C'est la seule chose comme médecin de famille que j'ai pas fait. Je fais des soins intensifs, du domicile, de la chirurgie mineure, j'en fais encore d'ailleurs. Et j'ai fait des soins palliatifs là, par choix et par intérêt depuis ma toute première année de pratique. Alors quand je suis arrivé à Québec en 90, évidemment j'ai continué à en faire, autant à l'hôpital qu'à domicile à l'époque. Là, j'en ai fait longtemps aussi à domicile. Et c'est une partie de ma pratique que j'ai toujours conservée par choix, par intérêt. Tu dirais que le volet des soins palliatifs et de l'aide médicale à mourir, dont on va parler un peu plus tard, ça occupe quel pourcentage de ta pratique? C'est peut-être difficile à apprécier parce que... je dirais à peu près un 10 % de ma pratique. OK. Grosso modo. J'avais l'impression que c'était plus, tu vois. Non, non, à peu près 10 % de ma pratique. Okay. Alors, on fait le saut début de 2010, milieu des années 2010, la venue de la loi sur les soins de fin de vie. Puis là, tu t'impliques vraiment. On pourrait dire que tu es un peu l'emblème, disons, de cette cause-là. Là. Tu l'as défendue dès le début, puis tu continues à la défendre puis à suivre sa progression. Je vais simplement citer quelques-unes de tes implications. Tu as été impliqué notamment de 2017 à 2019 comme expert en aide médicale à mourir pour une contestation juridique de la loi 2 et de C14, donc l'affaire Gladu-Truchon. Oui, c'est le procès Gladu-Truchon, effectivement. J'y agis comme expert médical. Tu as été consultant pour la mise à jour du guide d'exercice sur l'aide médicale à mourir du Collège des médecins en 2017. Tu as rencontré des experts du ministère de la Santé pour la question de l'application de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes, chose dont on va discuter amplement tout à l'heure. Tu as été à nouveau consultant en 2019 pour le Collège des médecins pour la mise à jour du guide d'exercice sur l'aide médicale à mourir. Tu es depuis 2019 membre du groupe de travail en éthique clinique du Collège des médecins du Québec sur l'aide médicale à mourir. Tu as également été expert pour un autre cabinet d'avocats en 2020 à Montréal dans un contexte similaire, j'oserais dire. Invité au Comité permanent de la justice et des droits de la personne du gouvernement canadien dans le cadre de la modification de C7. On ne rentrera pas dans les détails, mais les gens qui sont intéressés, toutes ces C7, C14, la loi 2, tout est disponible sur Internet en 2 clics. Invité au comité sénatorial en 2020, encore une fois, concernant la modification de C7. Représentant du Collège des médecins de Québec au comité de suivi de l'INES sur l'élaboration du protocole médical national sur l'administration de l'aide médicale à mourir. Invité tout récemment à la commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie, où tu as témoigné en mai 2021. Nous allons y revenir plus tard. Très impliqué au niveau local, également au niveau national. J'ai compté rapidement plus de 50 présentations scientifiques sur l'aide médicale à mourir, sans parler d'innombrables interventions dans les médias. Je pense que quand on te demande, tu es toujours partant, et c'est la raison de ta présence ici ce soir. Donc, je t'en remercie encore. Je te demanderais, Alain, te décris-tu par ce qu'on appelle en anglais, la traduction en français, je la trouve boiteuse, mais un advocate, là, un partisan, un défenseur de l'aide médicale à mourir. Tu sais, Jean-Pierre, tu as fait référence, ça fait plus de 150 interventions médiatiques congrès, présentations que je fais depuis le tout début.
depuis la toute première entrevue d'ailleurs que j'avais donnée à l'époque à Radio-Canada en mars 2016, parce que j'ai été le premier médecin au Canada à parler de son implication dans l'aide médicale à mourir. Et c'est ce qui a lancé un peu à ce moment-là le bal médiatique. Je ne suis pas un défenseur ou un promoteur de l'aide médicale à mourir. Hein? Et dans chacune de ces interventions-là, moi je le dis toujours très clairement, là, jamais vous ne m'entendrez dire que l'aide médicale à mourir est la meilleure façon de mourir. Je n'ai jamais fait la promotion de l'aide médicale à mourir. Par contre, j'ai toujours défendu le droit des malades de choisir librement ce qui leur convient comme fin de vie, parmi les options qui sont légitimes et légales. Et quand on parle d'options légitimes et légales, l'aide médicale à mourir en est une depuis maintenant décembre 2015 au Québec. Hein. Alors, c'est ce droit-là à l'autodétermination que j'ai toujours défendu à travers mes interventions pour l'aide médicale à mourir. Et c'est important pour l'aide médicale à mourir de le faire pour démystifier ce que c'est encore, même si ça fait... depuis 2009 au Québec qu'on en parle, même si c'est en vigueur depuis bientôt 6 ans, il y a encore tellement de mythes et de faussetés qui circulent sur le sujet de l'aide médicale à mourir que c'est important que le sujet soit bien expliqué à tout le monde, à la population au départ, évidemment, et même aux soignants, aux professionnels soignants, qu'ils soient médecins, infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Et la mission que je me suis donnée, c'est de porter la voix de ces malades-là qui ont recours à l'aide médicale à mourir et porter la voix des soignants qui les accompagnent dans ce soin-là ultime qu'est l'aide médicale à mourir. Donc ce n'est pas de la promotion de l'aide médicale à mourir, mais bien de la défense de l'intérêt des malades à faire et de leur droit à faire leur propre choix en fonction de leurs propres valeurs et de leurs propres convictions. Je recule, là. Ton implication date des années 90, donc ça fait 30 ans. Oui. Tu as témoigné de ton âge tout à l'heure. Là. On a une dizaine d'années de différence environ. Mais là, donc, je te recule à l'âge de 30 ans, en début de pratique, tu es impliqué de façon intense en soins palliatifs. Oui. J'imagine qu'on ne le vit pas de la même façon qu'on peut le vivre à 60 ans. À 61 ans. Ouais. Non, évidemment. Et tu sais, l'implication en soins palliatifs... il y a des domaines de la médecine comme ça qui ne sont pas faits pour tous les médecins. Hein? Ce n'est pas tous les médecins qui sont faits pour devenir chirurgiens, ce n'est pas tous les médecins qui sont faits pour devenir urgentologues, ce n'est pas tous les médecins qui sont faits pour travailler en soins palliatifs. Donc, ça prend je pense à la base, des personnalités particulières qui sont vouées avec ça, parce qu'on va se le dire aussi, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est à l'aise de parler de la mort avec les gens ou qu'on est à l'aise d'accompagner des gens qui vont mourir. Quand j'étais résident en médecine familiale, j'ai eu des modèles de rôle de médecins qui faisaient des soins palliatifs et c'est un domaine qui m'a toujours beaucoup interpellé et c'est un domaine que j'ai toujours fait comme médecin de famille parce que je trouve qu'il a ses particularités. L'avantage d'être médecin de famille, c'est qu'évidemment, on touche à plein de choses. C'est ce qui rend la profession passionnante et c'est ce qui fait qu'après 36 ans, j'ai autant de plaisir que j'en avais à ma première année de pratique parce que je me suis jamais tanné de rien. Puis les soins palliatifs, c'est un domaine où on entre, et moi je n'ai retrouvé ça qu'en soins palliatifs, là, on entre vraiment en relation de façon extrêmement importante et extrêmement rapide avec un malade et avec ses proches. Vous savez, quand les gens sont rendus à la fin de leur vie, là, ils sont dans l'essentiel. Hein? Il n'y a plus de place pour l'artificiel, il n'y a plus de place pour les apparences et les gens vous ouvrent leur cœur, vous laissent entrer là, dans leur intimité, la partagent avec vous, sont contents que vous soyez là pour les accompagner, pour leur tenir la main, que vous soyez là pour les proches aussi. Là. Alors, c'est un domaine où l'aspect relationnel est extrêmement intense et valorisant. Mais en même temps, on s'entend que c'est aussi émotivement là, prenant. Et j'ai toujours fait des soins palliatifs. J'en aurais probablement jamais fait à temps plein, comme certains vont en faire une profession. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai toujours fait, que je continue d'en faire. Mais évidemment, quand on entre là-dedans à 30 ans, à 60 ans, on n'est pas le même homme, on n'est pas le même docteur non plus. Donc, on l'aborde aussi avec l'expérience, avec l'âge, avec tous ces gens-là magnifiques qu'on a rencontrés tout au courant de notre vie. Et ma réflexion sur l'aide médicale à mourir, à moi, elle est partie tout de suite à ma 2e année de pratique à Shawinigan.
OK, quand même. Donc, c'est pas arrivé en 2009 avec la commission sur Mourir dans la dignité qui a été mise en place au Québec, là. Dans ma 2e année de pratique en médecine familiale à Shawinigan, j'ai accompagné un patient qui avait une sclérose latérale amyotrophique, maladie de Lou Gehrig, qu'on appelle maintenant. Les gens connaissent le Ice Bucket Challenge, là, la SLA. Et comme jeune médecin, je ne connaissais pas ça, la SLA, j'en avais jamais vu. Et c'est un malade que j'ai accompagné là, vraiment jusqu'à la toute fin. Et sans raconter toute l'histoire, pour le faire de façon très brève, là, c'est la seule famille qui avait mon numéro de téléphone à la maison, parce que évidemment, à l'époque, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Hein, et la dame pouvait m'appeler n'importe quand, et le malade était rendu vraiment à la toute fin de la maladie. Elle m'a appelé un vendredi soir à 10h. C'était la première fois qu'elle m'appelait. Elle m'a dit, je pense que mon mari va pas bien. Mais j'ai dit, j'arrive. Je savais que si elle m'appelait, c'est que ça allait vraiment pas bien, là. Et le malade était vraiment dans le dernier stade de la maladie, là. C'est-à-dire qu'il était dans son lit complètement depuis déjà plusieurs semaines. Il pouvait plus manger, il pouvait plus parler, il pouvait plus bouger. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est ouvrir les yeux. Et quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai encore en mémoire le regard de terreur, de frayeur. C'était pas de la douleur, là, c'était vraiment de la frayeur là, dans le regard, parce qu'il est en train d'étouffer. Parce que dans cette maladie-là, il n'y a pas d'atteinte il n'y a pas d'atteinte cérébrale. C'est ça. Hein? Et moi, j'explique la maladie à mes jeunes résidents en leur disant, imaginez-vous là, vous êtes en bonne santé, là, on vous attache sur une table solidement, hein, les bras, les jambes et le torse, là, on vous met un sac de plastique sur la tête et tranquillement, tous les jours, on le referme. Et c'est comme ça que vous allez mourir. Vous allez mourir étouffé parce que vos poumons ne respirent plus. Ils n'ont plus de muscles. Et le malade était rendu à ce dernier stade-là. Et je me rappelle vraiment le regard là, terrifié qui m'a fait à ce moment-là. Et la seule option qu'on avait à l'époque, c'était de l'amener à l'hôpital et de le sédationner. Alors, j'ai appelé une ambulance, je l'ai amené à l'hôpital, je l'ai sédationné. Puis déjà, avec ce malade-là, j'ai commencé à me dire, moi, pourquoi on est obligé de tout endurer jusqu'à la fin? Quand il n'y a plus aucun espoir et puis qu'on n'en peut plus. Et comme médecin de famille et en soins palliatifs, cette réflexion-là sur l'aide médicale à mourir, elle s'est nourrie tout au long de ma carrière par les nombreuses demandes d'euthanasie. Demande d'euthanasie, il y en a toujours eu. Hein? Les gens qui font des soins palliatifs là, le savent très bien. Là. Alors, si vous avez un médecin qui vous fait des soins palliatifs depuis longtemps et qui vous dit « je n'ai jamais reçu une seule demande d'euthanasie », dites-vous qu'il vous ment délibérément. Parce qu'il y en a toujours eu. Et des gens qui se suicidaient parce qu'ils n'en pouvaient plus, ça a longtemps existé. Des gens qui faisaient des grèves de la faim, des gens depuis longtemps, pour ceux qui en avaient les moyens, qui allaient mourir en Suisse, ça a toujours existé aussi. Et c'est pour éviter d'abandonner ces malades-là, dans le fond, qu'on a mis en place l'aide médicale à mourir. Alors, c'est une réflexion, moi, qui s'est nourrie là, tout au long de ma carrière, ce qui fait que quand est arrivée la commission sur les soins de fin de vie, on se rappelle le débat de société qui a eu lieu au Québec, hein, qui est un remarquable débat, qui a fait consensus sur l'attitude des parlementaires à vraiment aller dans le sens de trouver une voie qui va satisfaire ce besoin-là qui était évident, d'avoir un autre type de soins de fin de vie. Commission qui a siégé là, pendant plusieurs années, qui a amené éventuellement à l'adoption de la loi 2. Quand on a adopté la loi 2 au Québec, la loi sur les soins de fin de vie en juin 2014, et on a dit on se donne 18 mois, en décembre 2015, on commence. Moi, en décembre 2015, j'étais prêt. J'étais prêt. J'étais prêt depuis longtemps. J'attendais ça parce que quand mes malades me faisaient des demandes d'euthanasie, la seule réponse que je pouvais leur faire, c'est malheureusement, je comprends votre détresse, mais je ne peux pas vous aider. C'est interdit par la loi. Alors, à partir de décembre 2015, on était capable d'apporter une réponse à ces demandes-là. Tu parlais de suicide il y a quelques instants, puis c'est du domaine public, puisque la sœur du patient a fait une entrevue publique récemment. Dr Pierre Ferron, qui est un ORL éminent de Québec, là, le père de l'implant cochléaire. C'était la fille du Dr Sa Ferron. fille, pardon, donc sa fille a fait une sortie publique. Puis, je ne connais pas les détails. Je comprends qu'il y a une portion de ça qui est tout à fait confidentielle, mais on a le sentiment que Dr Ferron a demandé l'aide médicale à mourir relativement tôt dans le processus, d'après ce que je comprends, mais j'en connais peu. La question, puis ça peut être une question un peu curieuse, mais c'est quoi, à part le fait que la façon dont il est mort est plus élégante, la différence entre ça et la décision d'un individu de se suicider? Quelle est c'est peut-être une drôle de question. Je comprends ta question. Et, parce que je crois comprendre qu'il lui restait un peu de
temps de qualité, possiblement, là, de ce que j'ai entendu de l'entrevue. Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que l'aide médicale à mourir, ça n'a rien à voir avec le suicide, en partant. Et ça, c'est encore un concept qui est très confus. On parlait de mythes tout à l'heure. Oui, on parlait des mythes, là. Ça n'a rien à voir avec le suicide. Et malheureusement, l'aide médicale à mourir, ça peut se faire par voie intraveineuse, des médicaments qu'on injecte par les veines directement, ce qu'on fait ici au Québec. Puis dans le reste du Canada, on permet que ce soit fait par voie orale. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter des médicaments par voie intraveineuse, on donne quelque chose que le malade va boire lui-même, qui va amener le décès là, dans les 20 à 30 minutes qui vont suivre. Et ça, on l'appelle suicide assisté, l'aide médicale à mourir par voie orale. Ce qui est un très mauvais terme à mon avis. Là, ça devrait s'appeler de l'aide médicale à mourir par voie orale. Ça, dans ce contexte-là, le médecin n'est pas présent. Au Canada anglais, on oblige le médecin à être présent au moment où le malade va prendre son cocktail. OK. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas aux États-Unis, là, où il y a 8 États où on permet l'aide médicale à mourir par voie orale là, au suicide assisté. Mais au Canada, le médecin doit quand même être présent au moment où ça se passe. Mais on appelle ça le suicide assisté. Donc, ça amène beaucoup de confusion dans la tête des gens, là, suicide, l'aide médicale à mourir, c'est un suicide. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que l'aide médicale à mourir, ça n'a rien à voir avec le suicide. Quand on parle du suicide, tel qu'on le connaît, les centres de prévention du suicide, là, le suicide, ça relève de la maladie mentale, du déséquilibre mental temporaire. Donc, vous avez une dépression sévère, vous allez vous suicider. Vous n'avez pas une condition grave, incurable, avec des souffrances intolérables, là. Une perturbation temporaire de votre état mental, soit parce que vous avez pris des drogues, parce que vous avez une maladie bipolaire qui est décompensée, une dépression. On va vous traiter, et on va vous aider à passer à travers, puis l'idée de vous suicider va disparaître. Quand on arrive avec des gens qui font une demande d'aide médicale à mourir, ça n'a rien à voir avec le suicide. Ce sont des gens, on ne parle pas de maladie mentale ici, là. Ce sont des gens qui ont des conditions médicales, des maladies, des handicaps sévères, avec évolutifs, incurables, avec des souffrances physiques ou des souffrances psychiques, morales, qui sont devenus intolérables, et des gens qui n'ont plus aucun avenir devant eux, donc qui n'ont aucune chance de récupérer, qui n'ont aucune chance de guérir. Et pour eux, l'aide médicale à mourir, c'est une façon de mettre fin à ces souffrances-là. Tu sais, au Québec, on a tous vécu avec la religion catholique pendant très longtemps, et ce qu'on entendait, moi j'ai toujours entendu et qu'on entend encore aujourd'hui, des gens dans des situations là, désespérées qui disent « si le bon Dieu peut venir me chercher ». L'aide médicale à mourir, maintenant, on n'a plus besoin d'attendre quand on y est admissible, évidemment, parce que c'est très strict, là. Il y a des critères, c'est pas de l'aide médicale à mourir sur demande, là. Ouais. Mais pour les gens qui sont admissibles, maintenant, ils n'ont plus besoin d'implorer Dieu, Yahvé, Bouddha ou le destin ou les astres de venir les chercher ou leur père décédé il y a longtemps, là. Il y a moyen à ce moment-là, d'aller vers une mort qu'eux jugent comme étant une mort digne, là, avec l'aide médicale à mourir. Tu parlais de religion, je voulais y venir un peu plus tard, mais tu as fait mention ouvertement en commission parlementaire là, des pressions peut-être indues des groupes religieux sous diverses façons. Là. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Oui, parce que quand on regarde, dans le fond, l'adhésion à l'aide médicale à mourir, elle fait l'objet d'un très large consensus dans la société. Écoute, chez les médecins, il y a eu un sondage du Collège des médecins du Québec là, récemment. Là, c'est 89% des médecins au Québec qui sont en faveur ou très en faveur de l'aide médicale à mourir. Quand vous faites des sondages dans la population, ça tourne toujours autour de 85% à peu près d'adhésion à l'aide médicale à mourir. Alors, vous avez un 10 à 15% de gens qui y sont opposés. Et de ce 10 à 15 %-là, et on a parfaitement le droit d'être opposé à l'aide médicale à mourir en passant, là, puis je tiens à le préciser, là, l'idée, c'est pas que tout le monde soit en faveur. Là. L'idée, c'est le respect de chaque individu dans son choix personnel. Vous n'avez pas envie d'aller vers l'aide médicale à mourir, parfait, on va vous respecter là-dedans. Par contre, vous voyez ça comme une option qui vous convient, on va aussi vous aider là-dedans. Et il n'y a pas personne qui a le droit de vous mettre des bâtons dans les roues ou d'entraver ça. Alors, j'en reviens aux 10 à 15 % de gens qui y sont opposés. La grande majorité le sont pour des convictions, des considérations religieuses personnelles. Et ils en ont parfaitement le droit. Alors moi, la conviction... tu dis conversion personnelle et religieuse ou personnelle religieuse? Personnelle religieuse.
OK. Oui, parce qu'en général, les gens qui ont une opposition personnelle, écoute, il n'y a pas 50 motivations, là. La plus fréquente qu'on rencontre, c'est la conviction religieuse, OK. personnelle. Certains vont être pour des raisons philosophiques, pour des raisons morales, sans que ce soit nécessairement religieux. Mais ce qu'on rencontre le plus souvent, là, c'est vraiment une conviction personnelle religieuse, OK. un fondamentalisme religieux. Hein. OK. Et comme je te disais, et moi je suis pas anti-religieux, là. Moi je respecte ça totalement, là, quelqu'un qui a une objection personnelle de nature religieuse. Ce que je ne respecte pas toutefois, ce sont ce que j'appelle les mercenaires religieux. Alors, c'est-à-dire des gens qui sont animés par leurs propres convictions personnelles, religieuses, mais qui se croient investis de la mission divine là, de les imposer à l'ensemble de la société. Alors ça, c'est ce que j'appelle le lobby religieux. Et actuellement, c'est la principale opposition à l'aide médicale à mourir qu'on rencontre au Québec. C'est ce lobby-là religieux. Et le lobby religieux au Québec, puis je dis particulièrement au Québec parce que c'est un peu différent dans le reste du Canada, le problème, c'est qu'il s'exerce de façon souterraine, il s'exerce de façon mesquine et soigneusement cachée. Alors, dans les dernières années, vous n'avez pas vu beaucoup les évêques au Canada là, et au Québec là, se prononcer contre l'aide médicale à mourir parce qu'on connaît très bien leur position, parce que quand l'évêque dit « nous sommes opposés à l'aide médicale à mourir », la majorité des gens qui sont en faveur disent « bon, c'est correct, puis on va passer à autre chose ». Juste pour que ce soit bien clair, parce que c'est quand même intéressant, tu n'es pas contre le fait qu'un représentant de l'Église qui s'affiche ouvertement comme étant un représentant de l'Église manifeste un malaise ou son désaccord et propose son argumentaire. Pas du tout. Tu es contre les manœuvres souterraines. Absolument. Parfait, alors, okay. Moi, que quelqu'un le dise très ouvertement, alors moi, j'appuie ça. Là. Je ne suis pas contre ça du tout. Là, okay. Au contraire. De la même façon qu'avec les patients que je rencontre, tu sais, moi, le patient qui me dit j'en peux plus, puis là, bon, on regarde les options de fin de vie, on parle de l'aide médicale à mourir, puis il dit, ah non, moi, vous savez, moi, c'est Dieu qui donne la vie, puis c'est à lui de la reprendre. Écoute, jamais je vais essayer de faire changer d'idée. Là. J'appuie ça totalement. Je vais l'accompagner là-dedans. Puis s'il y en a besoin, puis ça peut l'aider, s'il faut aller chercher le prêtre chez eux à la maison, je vais y aller. Là. Hein? Alors, j'ai aucune opposition moi, religieuse. Là où j'en ai, ce sont contre les mercenaires religieux. Donc, ce sont les gens qui sont mus par cette conviction-là, qui se croient là, investis de la mission du Saint-Esprit là, de sauver l'humanité de l'aide médicale à mourir. Et ces gens-là, évidemment, il y en a en médecine, il n'y en a pas juste en médecine, il y en a en droit, il y a des avocats, il y a des professeurs d'université, il y a des doyens de faculté, il y a des philosophes, il y a des éthiciens. Et ces gens-là vont toujours argumenter contre l'aide médicale à mourir en se cherchant des arguments, mais toujours en cachant soigneusement leur conviction personnelle religieuse. Vous avez des médecins qu'on va voir depuis plusieurs années intervenir dans l'espace médiatique à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, et Dieu sait qu'ils sollicitent beaucoup ces occasions-là pour dire que comme médecins, ils sont opposés à l'aide médicale à mourir, et ils font partie de la branche québécoise de l'Opus Dei. Évidemment, ils ne le diront jamais. Et quand on connaît l'Opus Dei, on n'est pas surpris de leur position, mais s'ils faisaient leur travail à visière ouverte, de façon claire et transparente, j'aurais un certain respect pour ces gens-là. Mais ça se fait toujours de façon là, tout à fait là, cachée, soigneusement cachée. Ce sont des groupes, et je parle toujours, moi, du lobby religieux, des gens qui sont très organisés, qui sont très actifs, tu sais, qui engagent des firmes de communication, pour savoir où investir de façon stratégique l'espace médiatique, qui sollicite beaucoup les journalistes, les députés. Ce sont des gens très, très, très actifs. Et ces gens-là vont utiliser leur titre de médecin, leur titre d'avocat, de philosophe, d'éthicien, pour dire que l'éthique est opposée à l'aide médicale à mourir, que la médecine est opposée à l'aide médicale à mourir. Et tu sais, on parlait tantôt, ce qui m'a amené à parler publiquement de l'aide médicale à mourir.
Je vais te confier que ça a commencé en début 2016, suite à une lettre ouverte que j'ai vue dans un média, signée par un médecin, qui mettait évidemment son titre de médecin en gros plan, là, en tout premier plan là, de la lettre ouverte, là, et qui expliquait le plus sérieusement du monde que les médecins ne peuvent pas adhérer à l'aide médicale à mourir. Et on parle d'un docteur qui a probablement jamais accompagné de sa vie professionnelle un seul mourant, là, qui tient à s'exprimer publiquement pour dire que les médecins ne peuvent pas participer à l'aide médicale à mourir parce que du point de vue de la science, nous, on est des scientifiques, on a besoin d'études pour faire notre travail comme médecin, tu le sais. Et l'aide médicale à mourir, et c'était son propos, là, l'aide médicale à mourir, il y en a qui prétendent que ça sert à mettre fin à des souffrances. Mais quelle preuve avons-nous qu'une fois qu'on est mort, on arrête de souffrir? Okay, ouais. On n'a pas de preuve de ça. Alors, on ne peut pas participer à l'aide médicale à mourir. Alors, tu comprends que j'étais en... j'utiliserai pas un mot d'église, là, et que j'avais passé la nuit suivante, la nuit en complète, à faire une lettre de réponse à cette lettre-là. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai qu'on va laisser tout l'espace médiatique à ces gens-là dire n'importe quoi comme ça. Et c'est à partir de là où je me suis dit, c'est important maintenant qu'on porte la voix de ces malades-là et des soignants qui les accompagnent. Parce que ce que je dois dire, en particulier de la part des médecins, qui font partie de cette mouvance-là religieuse, de ce lobby-là religieux, c'est qu'ils vont parler abondamment de l'aide médicale à mourir, mais que non seulement ils n'ont jamais rencontré un seul malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir, pour la grande majorité d'entre eux, mais que bon nombre d'entre eux refusent de voir un malade s'il a fait une demande d'aide médicale à mourir. Tout ça à l'encontre même du code de déontologie des médecins. Parce qu'on ne peut pas discriminer un malade là, sur la base de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau, de son statut, et encore moins de son choix de fin de vie, qui est un choix, rappelons-le, pour l'aide médicale à mourir, légitime et légal. À tes yeux, Alain Naud, la mort pour toi, est-ce que c'est une étape de la vie comme une autre ou c'est une cassure importante, ce qui m'amène à une deuxième question là, que je te soumets, c'est est-ce que l'aide médicale à mourir, c'est un soin comme un autre ou c'est un soin qui va toujours faire l'objet de mesures de sauvegarde particulières, d'une certaine modulation, parce que même dans l'aide médicale à mourir telle qu'on la connaît, il y a des limites à l'autodétermination des patients. Donc, Absolument. Donc, ces deux aspects-là, donc l'aspect de la mort puis l'aspect de l'aide médicale à mourir comme un soin. Écoute, est-ce que c'est une cassure ou c'est une étape de la vie? Je pense que pour répondre à cette question-là, puis la réponse, elle est personnelle à chaque individu, elle est fonction de est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après, après la mort? Puis ça, c'est une réponse toute personnelle. Et moi, même si ça fait longtemps que je fais des soins palliatifs et puis que je participe à l'aide médicale à mourir depuis le tout début, je n'ai pas cette réponse-là. Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? C'est une conviction là, tout à fait personnelle qui anime les gens. Puis, évidemment, ça peut changer entre le moment où on est adolescent, puis le moment où on avance, et on devient malade, le moment où on devient âgé, tout ça. Personnellement, moi, je pense que c'est une étape de la vie. Mais ça, c'est mon opinion là, tout à fait personnelle. Je pense pas que ce soit une cassure. Je pense que c'est une étape de la vie. Puis il faut qu'on apprenne, je pense, comme société, comme individu, à l'apprivoiser comme ça aussi. Je pense que dans notre société occidentale, il y a toujours eu un peu une terreur de la mort qu'on a ici. Là, ça a longtemps été tabou. Je pense que l'aide médicale à mourir permet maintenant d'ouvrir, je dirais, la discussion là, un peu plus dans les familles puis dans les lieux de travail. Mais il faut l'apprivoiser tant qu'à moi comme une étape de la vie parce que la seule certitude qu'on a à partir du moment où on vient au monde, c'est qu'on va mourir un jour. Et qu'on va payer de l'impôt. Et qu'on va payer de l'impôt, effectivement. Ça, c'est... Celle-là, j'aime mieux pas y passer. Dis-moi, avant que tu répondes à la place de l'aide médicale à mourir comme un soin, est-ce que pour toi, on peut, puis je fais abstraction de la religion, est-ce qu'on peut concevoir que certaines personnes considèrent quand même que la vie, c'est quelque chose de sacré, la valeur intrinsèque de la vie d'une personne, en dehors de la religion, puis de savoir s'il y a quelque chose après, puis que ça puisse motiver certains opposants à l'aide médicale à mourir pour cela, pour le fait de dire il n'y a qu'une vie, mais je comprends que toi, tu côtoies des gens très malades, mais certains qui connaissent moins ça vont dire la vie mérite d'être vécue jusqu'au bout, là,
pour avoir Absolument. connu, moi, mes parents. Oui. Mon père qui a vu ma mère mourir dans des conditions difficiles, il y avait une espèce d'attachement à la vie puis à l'espoir quelque part. Parce que les gens qui connaissent moins la médecine gardent un espoir de guérison. Là. Absolument. Mais tu sais, Jean-Pierre, là-dessus, moi je respecte totalement les gens qui disent écoute, la dignité de la vie humaine, peu importe sa forme. Hein? Peu importe la condition de la personne. Mais encore là, c'est un choix tout à fait personnel. Moi, je respecte ça totalement. Là. Que ce soit pour une raison religieuse, parce qu'on sait le fondamental de l'opposition religieuse catholique, c'est la vie est sacrée. Là. C'est Dieu qui l'a donné, puis c'est à lui de la reprendre. Point à la ligne. Là. Ouais. Alors ça, c'est une conviction. Vous y adhérez ou vous y adhérez pas. Mais c'est une conviction. Mais moi, je respecte totalement là, les gens qui ont cette conviction-là, que ce soit par considération religieuse ou autre, que ce soit par considération morale, philosophique ou autre. Là. Alors, moi, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Là où j'en ai, c'est qu'à partir d'une conviction personnelle, on se donne comme mission de l'imposer à tout le monde. Et parce que moi, je considère que la vie est sacrée et que c'est à Dieu de la reprendre, bien, tout le monde doit adhérer à ça et on doit interdire l'aide médicale à mourir. Hein? Et je pense qu'il faut se rappeler là, le message de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter. Hein, tu te rappelles, quand on parle de l'histoire de l'aide médicale à mourir au Québec, là, il y a eu un premier jugement en 1991 qu'on appelle l'affaire sous Rodriguez. Qui avait une maladie de Lou Gehrig, d'ailleurs. Qui avait une maladie de Lou Gehrig, une jeune femme de 41 ans qui avait une maladie de Lou Gehrig et qui ne voulait pas se rendre jusqu'à la fin. Donc, il est allé jusqu'en Cour suprême pour réclamer le droit de recevoir l'aide médicale à mourir. Et en 91, la Cour suprême a rendu une décision défavorable, mais partagée à 5 contre 4. Et on se rappellera là, qu'il aurait suffi d'un seul juge dissident à l'époque pour que depuis 1991, au Canada, on ait de l'aide médicale à mourir. Et écoute, on était en septembre 1991 de mémoire, et si on a oublié le reste de l'histoire, en février 92, quelques mois plus tard, Rodriguez s'est suicidée chez elle. Si je ne m'abuse, une des juges dissidentes est devenue juge en chef de la Cour suprême, la juge McLaughlin, qui est pour le jugement de... Second jugement de la Cour suprême du Canada, ce qui est exceptionnel dans l'histoire de la Cour suprême, de se prononcer 2 fois sur le même enjeu. On est presque 25 ans plus tard. Et cette fois-là, février 2015, nouvelle requête de 2 malades. Une dame, Kay Carter, qui n'était pas mourante. Kay Carter, une dame de 89 ans qui avait une compression de la moelle épinière avec une paralysie des 2 jambes. Et l'autre dame, Gloria Taylor, avait aussi une sclérose latérale amyotrophique, une maladie de Lou Gehrig. Et cette fois-ci, jugement unanime des juges de la Cour suprême du Canada. Les 9 juges ont dit c'est une atteinte à la Charte des droits et libertés de ces gens-là de leur refuser, avec certaines conditions, certaines balises particulières, le droit à une mort digne avec l'aide médicale à mourir. Et ce que la Cour suprême du Canada a dit très clairement à ce moment-là, c'est le droit à la vie pour certains malades qui ont des conditions incurables et souffrantes et qui n'en peuvent plus, le droit à la vie ne doit pas se transformer en obligation de vivre. Hein? Et ça, bien évidemment, les opposants religieux se ferment les yeux et les oreilles, là, ils refusent d'entendre ça, là. Mais ça a été ce qui a amené, après ça, là, l'évolution au niveau des lois là, dans l'aide médicale à mourir. Donc, moi, je respecte parfaitement les gens qui, pour eux-mêmes, disent, pour moi, la vie, c'est sacré et ça doit être respecté et ça doit être maintenu dans n'importe quelle condition, puis on doit aller jusqu'au bout de ce qu'on a à vivre comme être humain et Dieu décidera du moment où on partira. OK. Alors ça, il faut être clair là-dessus. Je te ramène sur l'aide médicale à mourir en tant que soin. Un soin particulier ou un soin comme les autres? Écoute, c'est pas un soin comme les autres. Là. Je pense que ça aussi, là, il faut le dire très clairement. Là, c'est vraiment pas un soin comme les autres, l'aide médicale à mourir. C'est un soin particulier. Et il faut se dire que l'aide médicale à mourir, premièrement, c'est pas pour tout le monde. Il y a certains critères et c'est très sévère, c'est très strict, c'est fait de façon extrêmement rigoureuse. Donc, ce n'est pas pour tous les malades en partant, ce n'est pas pour tous les soignants non plus. Puis soignants, je ne parle pas juste des médecins, là, je parle de toute l'équipe de soignants, là, qu'ils soient pharmaciens, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, tous ceux qui entourent un malade. Donc, ce ne sera jamais un soin banal, l'aide médicale à mourir. Il ne faut pas s'attendre à ce que tous les médecins y participent. Hein? Ce serait une grave erreur d'imaginer ça ou d'espérer ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les soignants,
Puis on va se le dire, hein, je pense il y a certains médecins qui ne doivent surtout pas participer à ce soin-là dans l'intérêt des malades. Puis je dis médecin, ça peut être infirmière ou autre, là. Donc c'est pas un soin banal. Ce sera jamais un soin banal. Ce sera toujours un soin qui aura besoin d'être balisé, qui aura besoin d'encadrement, qui aura besoin de surveillance. Parce qu'on s'entend que la conséquence de ce soin-là, elle est irréversible, là. Il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'il est administré, là. Donc, il faut que tout soit en place pour qu'on aide le malade à aller au bout de sa réflexion, être bien certain que, premièrement, qu'il est admissible, que c'est ce qu'il veut aussi, puis que ça répond à son besoin pour les bonnes raisons. Donc, il y aura toujours des balises et des encadrements qui seront nécessaires là, pour ce soin-là et une surveillance, là. À certains égards, ça peut un peu venir brimer l'autodétermination dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. Parce que si on parle d'autodétermination dans le sens de le droit absolu d'avoir recours à ce qu'on veut, dans n'importe quelle condition, oui. C'est pas l'autodétermination, là, ça n'existera jamais, là. Alors, c'est l'autodétermination, c'est le droit de choisir entre les options qui sont disponibles, légitimes et légales, en autant qu'on y soit admissible. Parce qu'il y aura toujours des critères, il y aura toujours des balises. Et puis, éventuellement, on va parler de la santé mentale, de l'accès à l'aide médicale à mourir pour les problèmes de santé mentale. Bien, il y aura besoin de balises particulières pour les problèmes de santé mentale. Ça, tout le monde s'entend là-dessus, là. Avant d'aller à la pause, je te poserai une dernière question. As-tu la notion, peux-tu imaginer qu'à l'autre spectre des gens qui ont une opinion sur l'aide médicale à mourir, qu'il puisse avoir une forme d'infiltration ou des pressions indues par des gens qui peuvent avoir des motivations aussi un peu inappropriées, là, donc des ardents défenseurs de l'aide médicale à mourir qui seraient motivés par des visions eugéniques ou est-ce que tu peux imaginer ça? Ça peut être un certain risque? Que ces gens-là témoignent aussi sous le couvert de l'anonymat, puis fassent des pressions, puis finalement on se rend compte que... Écoute, je ne peux que faire un constat. Hein? C'est que je regarde, moi, le débat, parce que notamment depuis 2009, j'ai suivi ça au Québec, là. Je sais un peu ce qui se passe dans les autres pays, là. Je vais parler pour le Québec, en tout cas. Moi, je n'ai jamais vu un seul individu tenter de faire la promotion de l'aide médicale à mourir pour vider les CHSLD. Il y a des gens qui ont évoqué ça en commission parlementaire à l'époque. Les opposants religieux. Oui, qui disaient que c'était un conflit d'intérêt pour les médecins parce que ça vidait des lits, ça laissait de la place à d'autres. Alors, les seuls qui en ont parlé, ce sont les opposants religieux. Okay. Et ils continuent d'en parler. Et ça, on entend la même rengaine depuis 2009. Ça va servir à économiser de l'argent, ça va servir à libérer des lits. Ça va être demandé parce que les gens n'ont pas accès aux soins palliatifs. Alors ça, c'est la même rengaine. Et les seuls qui en ont parlé, ce sont toujours les opposants religieux. Évidemment, parce que leur tactique, c'est de mettre du sable dans l'engrenage, de semer le doute, de semer la confusion là, dans la population. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un défendre l'aide médicale à mourir arriver avec ce genre d'argumentaire-là qui est totalement indigne, là. Et quand vous l'entendez des opposants religieux, dites-vous bien que ce sont tous des gens qui n'ont jamais rencontré un seul malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir, mais qui vont vous parler de l'aide médicale à mourir là, à tour de bras. Hein? Et pour te démontrer à quel point ils ont tort, de toute façon, on l'a entendu avec l'aide médicale à mourir, là, quand ça a commencé en décembre 2015, les gens vont demander l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité. C'est un argument qu'on entend. Depuis le tout début, là. Nous, qui faisons des soins palliatifs, moi qui suis médecin de famille, nous qui participons à l'aide médicale à mourir, qui étions volontaires pour accompagner ces gens-là, nous savions que l'argument était faux, parce qu'on est sur le terrain. Près de 6 ans plus tard, on a la preuve que l'argument est faux, parce qu'au Québec, on est à quoi? Plus de 7500 malades peut-être qui ont reçu l'aide médicale à mourir là, jusqu'à présent. Là. 80% des malades qui ont reçu l'aide médicale à mourir étaient déjà en soins palliatifs. Recevaient déjà des soins palliatifs. L'autre 20% a refusé d'aller en soins palliatifs, délibérément. Et ils en ont parfaitement le droit. Et ça, bien, quand on y participe à l'aide médicale à mourir,
Bien, on sait à quel point la démarche elle est rigoureuse. Là. Parce que quand on rencontre un malade, là, moi, une première évaluation là, d'une demande d'aide médicale à mourir là, avec le malade, là, c'est entre 2h30 et 5h. C'est pas 15 minutes, là. Mm-hmm. Alors, il faut prendre connaissance du dossier, il faut rencontrer l'équipe traitante, il faut évidemment rencontrer le malade, parler avec les proches. C'est des grands malades, hein? C'est pas des gens qui sortent de nulle part, là. Ce sont toujours des gens qui ont des gros dossiers médicaux. Et dans les obligations qu'on a, elles sont nombreuses, puis je ne les énumérerai pas, là. Il y en a une, entre autres, qui fait en sorte qu'on doit aussi discuter avec le malade des autres options disponibles de fin de vie. Donc, le refus de traitement, la sédation terminale, les soins palliatifs. Ça veut dire que si le malade n'est pas déjà en soins palliatifs, on a l'obligation de lui parler de la possibilité d'aller en soins palliatifs et de ce que ça implique pour lui. Mais après ça, le malade l'option de refuser ou d'accepter la proposition. Là. Comme n'importe quel soin. Comme n'importe quel autre soin, de toute façon. Hein. Donc, 80% des malades qui ont reçu jusqu'à présent l'aide médicale à mourir, étaient déjà en soins palliatifs. L'autre 20% a refusé d'y aller. Mais on continue encore d'entendre dire, bien, si quelqu'un fait une demande, c'est forcément parce qu'il n'a pas eu accès à des soins palliatifs. Et là, vous allez encore l'entendre quand on va ouvrir le chapitre sur les demandes anticipées en cas de démence. Alors là, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bien, les gens vont faire des demandes parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de qualité. Alors, je vous le dis, là, l'argument va continuer de circuler encore, mais cet argument-là est toujours avancé par les opposants, qui n'ont aucune donnée à apporter pour l'appuyer. Elle ne sert qu'à mettre de la confusion dans la population. Sur ces propos, nous terminons la première partie de l'entrevue avec Dr Alain Naud, qui est médecin de famille de soins palliatifs à l'hôpital Saint-François d'Assise. Dr Naud est également professeur titulaire de clinique à l'Université Laval. Je vous invite à écouter la suite de l'entrevue sur le prochain épisode du balado spécial de la série L'aide médicale à mourir.